Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce numéro 3 de votre émission sur la musique classique et le jazz. Vous avez reconnu Mélodie Nocturne. Alors ce soir, on accueille un invité tout à fait particulier. Un homme, un artiste qui est devenu mondialement célèbre en une journée. C'était le 29 juin 2019. Ce soir-là, il était le premier Français à remporter le très prestigieux concours Tchaïkovski à Moscou. Depuis et avant, personne ne l'avait jamais fait. Pour lui, on emploie des mots qui généralement ne vont pas avec la musique classique. On parle de fans, on parle de salles qui sont archi pleines dans ses concerts. On parle aussi de stars. Alors, bienvenue Alexandre Kantorov. Est-ce que vous êtes une star du piano? C'est impossible d'avoir du recul là-dessus sur soi. Mais non, dans ce petit milieu de la musique, je me sens bien entouré en tout cas. Votre succès vous étonne? Oui, bien sûr. Comme la plupart des gens, je pense, qui vivent une journée qui fait un peu basculer leur vie, il y a cette part d'étonnement où, en particulier dans un concours, on se prépare à l'idée qu'on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et d'arriver premier. Mais le moment où ça arrive, on n'est jamais prêt pour ce qui va venir après. Donc il y a cette surprise, vraiment. Dernier album, c'est Brahms, évidemment. Aimez-vous Brahms? Je ne vous pose pas la question. Mais je vous propose, avant de continuer notre conversation, d'écouter un extrait merveilleux de votre Brahms. Ça vous surprend d'entendre Brahms sur une chaîne info, c'est ça? Ah oui, non, oui, c'est clair. Puis surtout, vraiment, le sous-titre, il est fou, en fait. Alors, jeune, fou, créatif, ambitieux, libre, émotionnel et cérébral. Je ne parle pas de vous, c'est vous qui parlez de Brahms, et pourtant, ces mots vous vont à merveille. Quel est le rapport et le lien que vous avez trouvé avec Brahms et pourquoi avoir choisi pour ce dernier disque ce compositeur particulièrement? Je pense qu'il a été présent très souvent dans ma vie dès les premiers coffrets que j'écoutais. Ce qui est incroyable avec Brahms, c'est qu'il a touché à tout. Si on voulait écouter des symphonies, on avait Brahms. Si on voulait écouter la musique pour piano, il était là. Pareil pour la musique de chambre, les grosses messes. Tout. Il a touché à tout et il a toujours été très perfectionniste. Donc tout ce qu'on retient et tout ce qu'il a accepté, qu'on voit de lui, est assez miraculeux. Et dans la frontière qu'il a dans l'histoire de la musique, il est pile entre les deux mondes, le monde du passé qui, pour lui, c'est ses mentors, c'est ses modèles, et il tient à garder la structure. Il connaît Bach, Mozart. Voilà, il connaît Bach, Beethoven, c'est un énorme poids aussi pour lui à surpasser. Et donc, il a ces préoccupations-là, il a leur vision de la musique, il pense à des grandes architectures en fait, quand il compose, et en même temps, il a sa personnalité, il a le monde du romantisme, il a le monde des émotions du compositeur qui se met lui dans sa musique. Et donc, il est un peu entre les deux. Et il faut être amoureux d'un compositeur pour enregistrer et jouer sa musique ou c'est ce qui vient? Non, il faut être amoureux de sa musique en tout cas. Peut-être pas forcément de la personne, mais et pas forcément de tout, mais de la musique qu'on joue clairement. Et puis en piano, on a cette chance. Il y a des milliers d'œuvres, on n'aura jamais fait le tour. Donc autant dans les quelques années, on peut faire vraiment de la musique, trouver les choses avec lesquelles on se sent en tout cas apte à défendre et apte à montrer quelque chose où que ça résonne en nous-mêmes pile à ce moment-là. Alexandre, je vous propose de faire un rewind, comme on dit, une machine arrière, et revenir à l'origine du coup de foudre. La première fois où vous avez été foudroyé et vous vous êtes dit « j'aimerais bien être pianiste ». Je pense la première fois, ça devait être, à mon avis... Ne dites rien. Ah, j'ai la surprise en fait. Ok, voilà.
Décrivez-moi pourquoi, à quel moment, quel âge avez-vous, qu'est-ce qui se passe avec ce dessin animé génial de Tom et Jerry? J'ai, je pense, 4 ans. J'ai un DVD de Tom and Jerry et je le regarde toujours les 12 sketchs un peu en boucle et à chaque fois Vous avez quel âge? Ouais, 3 ans, 4 ans à ouais. peu près. Et j'écoute particulièrement c'est la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt, là où... Et je sais pas, je suis fasciné, je trouve ça drôle. Je demande à mon père de faire une transcription. J'essaye avec mes petites mains de faire le début. Et c'est la première fois que j'avais une volonté de jouer quelque chose que j'entendais. Et c'était pas simplement juste... Au début, ce qui me plaisait dans le piano et de juste m'amuser, c'était d'apprendre à lire, comme on apprend à lire un livre et on apprend à lire la langue Si vous êtes française. resté, vous adorez lire la musique. Ouais, absolument. Et là, c'était ça, apprendre à lire de la musique et jouer. Mais c'était plus le jeu. Et là, il y avait pour la première fois une pièce qui me donnait envie, en tout cas, d'être sur scène et de la défendre. C'est un point que vous avez en commun avec Lang Lang, je crois qu'il a lui aussi. Je sais. Alors, dans cette émission, nous avons une petite tradition, c'est que des gens qui vous connaissent bien nous ont envoyé, comme par la poste, via WhatsApp, une petite vidéo pour vous poser une question. Et la personne qui va vous poser la première question, je crois, elle vous connaît très bien et elle a beaucoup compté. Bonjour Alexandre. Écoute, j'ai une question à te poser. Pourquoi avoir choisi le deuxième concerto pour piano de Tchaïkovski pour l'épreuve finale? Bien sûr, c'est un concerto très rare, très peu joué et très difficile. Et je pense que ton choix a contribué à ta magnifique victoire. Avec mes amitiés, René. Oh, c'est touchant. René Martin, c'est une des premières personnes qui m'a fait confiance. En fait. Alors, il faut dire que René Martin, c'est les Folles Journées, mais c'est aussi le Festival de la Roque d'Enterron. Ouais. C'est un personnage considérable qui était avec vous dès le début. Ouais, quand j'avais 16 ans, il m'a laissé jouer dans la grande salle de la Folle Journée de Nantes, Rachmaninoff, les variations sur thème de Paganini avec l'orchestre de Varsovie. Il m'avait fait jouer aussi aux Folles Journées à Varsovie. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir tout le temps les nouvelles générations, de tout le temps être là, à les soutenir, à les défendre parce qu'on en a cruellement besoin. Alors pourquoi ce deuxième de Tchaïkovski, ce choix très inattendu? J'avais travaillé le premier en fait pour le concours parce que tout le monde joue le premier. Tout le monde joue le premier et que ça paraissait même naturel. En fait, j'avais même pas de questions à me poser. J'ai commencé à le travailler et je me suis fait un peu avoir par trop d'informations en tête, trop de gens que j'avais déjà écoutés là-dedans. Oui. C'est comme si je l'avais déjà trop joué avant même d'avoir ouvert la partition. Pletnev, par exemple? Oui, Pletnev, que j'adore là, dans cette version. Il a une version live là-dedans qui est incroyable. J'avais écouté Horowitz là-dedans, j'avais écouté Argerich, j'avais écouté beaucoup de gens. Trop. Et oui, j'y arrivais pas. Je pataugeais. Très vite, il me fallait un peu une solution de secours pour y arriver. On était à peu près à 6 mois du concours et j'ai un peu regardé un jour le deuxième concerto de Tchaïkovski. Mon père, il avait plein de partitions d'orchestre, donc je l'avais ouverte et là, soudain, c'était facile. Bon, il y avait une fraîcheur, il y avait quelque chose que j'avais entendu quelques fois, mais très rarement. Et j'avais soudain l'impression que j'avais une liberté créatrice, tout était possible. J'avais comme si on allait dans un terrain pas exploré, même si il a été exploré, mais pas dans mon monde proche. Donc je m'y suis mis et très vite c'est devenu naturel. J'aime bien cette pièce parce que Tchaïkovski est très personnel là-dedans. Il se permet des choses où il rend un concerto qui est d'abord une partition pour faire briller un soliste. Il transforme ça en vrai ballet. Tout le deuxième mouvement, pendant les 15 minutes, on joue peut-être 3 minutes et c'est le violon et le violoncelle qui ont les thèmes. C'est très bizarre, c'est vraiment propre à lui et je trouvais cette musique merveilleuse. Et donc, ouais, c'est... Mais c'était aussi un coup génial parce que c'est un concours quand même. C'est-à-dire que c'était inattendu et que C'est vrai, au concours, sur les 7 en finale, j'étais le seul à choisir ce concerto. Et je pense, alors je ne sais pas si ça a joué beaucoup pour le jury, mais en tout cas, ça a joué, je pense, pas mal pour l'orchestre, parce que pour un orchestre de jouer 6 fois la même œuvre et soudain d'avoir une œuvre différente, c'est clair que je pense pour eux, c'est plus libérateur. Mais c'était vraiment pas ces considérations-là de stratégie que j'avais avant. Alors là, on est à Moscou. On est à Moscou, on parle de Tchaïkovski, mais bien sûr, mais on va parler aussi de votre relation à la musique, à la culture russe. Et je vous propose d'écouter un petit peu de votre merveilleuse Scriabine avec un extrait musical.
Alexandre, la question de la virtuosité, cette impression d'extraordinaire facilité face à des choses qui, pour le commun des mortels, sont totalement impossibles, c'est quoi la virtuosité pour vous? La virtuosité, elle a été souvent défendue comme la vélocité. Et donc, elle a été un peu presque vue d'une manière péjorative. La virtuosité en soi, c'est juste une maîtrise pour moi technique qui nous permet de faire ce qu'on veut musicalement. Et vous dites que digitalement, vous avez une souplesse de main qui est quand même particulière. On est presque dans la morphologie, dans la biologie, j'en sais rien. Ouais, chaque main est différente, mais chaque main vient avec ses problèmes aussi. Je sais que oui, je suis très souple, ça c'était un avantage. Et justement, pendant longtemps, j'arrivais pas à avoir un son dense, un vrai son profond, parce que je m'arrêtais toujours en surface en fait. Justement, vous dites quelque chose qui pour le grand public peut être surprenant. Un piano, on appuie sur une note, c'est toujours le même son. Or, c'est pas vrai. Ouais. Le son, ça se travaille. Absolument. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule chose qu'on puisse faire avec le piano, parce qu'on ne peut pas vibrer comme un instrument à cordes. On a plein de choses. Vous auriez aimé avoir le vibrato bien sûr, du violon ou du j'ai un tic violoncelle. de temps en temps, à force d'avoir vu mon père, je le fais un peu. Donc non, ce qui est important, c'est qu'avec le peu de choses qu'on a au piano, qui sont vraiment l'attaque de la note et aussi le temps qu'on prend avec les notes, c'est avec ces paramètres-là qu'on peut tout faire et qu'on peut trouver l'émotion et se rapprocher d'une voix ou d'un violon ou quelque chose. Puisqu'on parle travail, on va rester avec quelqu'un qui vous a fait beaucoup travailler, qui a énormément compté. Où je sens qui ça va être. On l'écoute, c'est peut-être la plus grande professeure de piano au monde. Bonjour Alex. Pour une fois, c'est moi qui te pose les questions. On dit que le métier de musicien-interprète, ça n'est que le plaisir. Assez souvent, on dit comme ça. Alors, j'aimerais bien savoir, quand est-ce que tu éprouves ce plaisir? Avant le concert, quand tu es sur la scène et tu interprètes pendant le concert, ou bien après le concert, quand tu es autour d'un verre avec tes amis et tes proches. Merci. Oh, Réna. Ça dépend du concert, en fait, surtout. Heureusement, avec tout le travail qu'on fait et tous les moments d'incertitude, on peut avoir des vrais moments où on s'oublie, on oublie tout et on profite de la musique et c'est le plus important. Et avant chaque concert, je suis excité, je suis toujours content. Parce que vous dites, j'aime pas les répétitions, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'asseoir, mais quand arrive le concert... Quand arrive le concert, tout dépend. Si on arrive à s'oublier, si on arrive à ouvrir les oreilles, si on arrive à arrêter de penser juste à soi et à ses problèmes et à ses idées qu'on voulait mettre en place. Si on arrive ça, à ce moment-là, je passe toujours un merveilleux moment. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un petit cadeau parce que vous l'avez compris, vous en avez parlé plusieurs fois, votre papa, c'est Jean-Jacques Antorov évidemment, qui est un formidable violoniste et qui est un chef d'orchestre qui a dirigé dans votre Saint-Saëns, si je ne m'abuse. Et bien sûr, j'ai trouvé un petit bijou qui va vous satisfaire, je vous propose de l'entendre. Nous sommes en 1968. Il a votre âge. Dites-moi, vous savez quand vous avez bien joué ou quand vous avez mal joué, si on parle franchement? Sur le plan technique, certainement. Ça, nous pouvons vraiment dire, après le concert, nous avons bien joué ou mal joué. Mais sur le plan de l'échange avec le public, il nous arrive quelquefois d'avoir des surprises, parce qu'on s'enferme dans une interprétation et on se fait plaisir à soi-même alors que le public ne ressent pas. Et le contraire peut également arriver, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'avoir joué très facilement, très décontracté et d'avoir négligé le côté musical. Et au contraire, alors le public est très ému, il a reçu une... Et qui a raison, à votre avis? C'est l'artiste quand il se dit « Tiens, j'ai bien joué ce soir », même si le public n'a pas suivi de la même manière. Ou bien, est-ce que c'est le public qui a raison? C'est toujours le public qui a raison. Oui. Le public a toujours raison? Et ouais. Toujours. Il a raison, papa? C'est aussi simple que ça. C'est un métier que, évidemment, il y a une partie égoïste du plaisir qu'on peut avoir dans la musique et se procurer, mais le moment du concert et le moment en art, quand on est devant un public, c'est toujours pour le public. Mais ça vous est déjà arrivé de sortir d'un concert dépité parce que vous avez mal joué et que le public vous porte au nu? Ouais, et le contraire? Oui, absolument. C'est des situations qui arrivent et c'est comme ça et on peut rien y faire. Et je pense que quelque part,
il faut apprendre à gérer ça, parce que si le public est là et a vécu un moment fort, qu'est-ce qu'on est pour avoir soudain dit que non, là on a raté ce passage et que là on n'était pas du tout content de nous, quoi. Je voudrais qu'on touche au plus près du mystère Kantorov. On va voir une petite vidéo. Je vous propose de la regarder avec moi. Une vidéo où il se passe quelque chose qui m'intrigue depuis très longtemps. Voilà, nous sommes à Moscou, si je ne m'abuse. Vous avancez vers le piano. Vous saluez le public, comme n'importe quel pianiste. Vous vous asseyez. Et à ce moment précis, à ce moment juste avant la musique, qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'Alexandre Kantorov? Ah, là, à ce moment-là, je pense que c'est une sorte d'absence-présence. Je ne suis pas vraiment là, mais je suis dans une salle merveilleuse, une salle légendaire qui a vu Rachmaninov diriger ses propres œuvres, qui a vu... Rachmaninov, je rappelle, qui était un pianiste absolument prodigieux. Voilà, ouais, un tout aussi bon pianiste que compositeur. Et donc d'être dans cette salle où il y a eu autant de musiciens importants qui ont compté, où j'ai vu autant de vidéos de gens importants, et d'être pour une fois pas du côté public ou pas en regard caméra vers la scène, mais d'être là-dedans et de pouvoir regarder en haut. On a les noms des gens, on peut regarder le public. Je sais pas, j'avais besoin de prendre un peu l'espace aussi. Mais parce que certains ne voient pas le public, savent pas où ils sont dans leur... Vous avez l'impression d'être parfaitement dans l'espace. Là, ça dépend des moments, mais ouais, je sentais vraiment que c'était toute une expérience, et au-delà du concours, c'était une expérience qu'il fallait que je fasse pour moi, et il fallait que je profite des rares moments que je pensais avoir. Et là, c'était nécessaire. Voilà. Je vous propose d'écouter une nouvelle question de quelqu'un qui vous connaît très bien également, puisque c'est quelqu'un qui fait de la musique de chambre avec vous et qui a fondé les rencontres musicales de Nîmes. Vous avez trouvé, évidemment, il s'agit de Lia Petrova. Coucou Alex, comment ça va? J'ai une petite question pour toi. Avec quels 3 compositeurs choisirais-tu de passer chacun de ces 3 moments? Un repas en tête-à-tête, un concert dans lequel le compositeur te dirige, et une soirée Mario Kart. Bisous! Alors, waouh, je reprenne. Je pense que le concert à vivre, clairement Rachmaninov. Juste pour le voir jouer, juste parce que c'est un des musiciens que j'ai admiré le plus. J'hésite beaucoup pour le Mario Kart parce que j'ai envie... Oui, c'est un jeu vidéo. Parce que moi, Ah oui, comme si personne ne savait. Ça y est, je suis un boomer à jamais, au jeu d'Alexandre Kantorov. Le Mario Kart, je pense, probablement Liszt, parce que ça serait, c'est peut-être une des personnes les plus importantes du romantisme, et c'est une personne incroyablement extravertie qui a touché à tout, qui est drôle. Et alors le dîner, compositeur, j'essaie de réfléchir. Peut-être Beethoven, même si ce serait très compliqué le relationnel, mais juste de le voir, lui, un peu dans son intimité, un dîner chez lui, de rendre compte de ça. Ça devait être un type formidable en plus. J'ai un petit cadeau à vous faire, un petit cadeau, parce que, évidemment, nous l'aimons tous. C'est l'extraordinaire coffret qui vient de sortir de Warner Classic. C'est le grand Claudio Arrau. Et je vous le remets parce que je sais que, évidemment, c'est un pianiste que tous les pianistes admirent et adorent. Bon, ouais. Et je vais aussi vous offrir un autre cadeau. Un autre cadeau qui est la présence d'une musicienne qui est notre coup de cœur de la semaine. Notre coup de cœur avec un disque absolument formidable où elle mélange avec son violoncelle et sa voix comme chanteuse Zoltán Kodály, Ligeti. L'album s'appelle Duo Solo. J'ai le plaisir et la joie d'accueillir sur le plateau de l'émission qui vous est consacrée notre coup de cœur de la semaine. Évidemment, c'est Astrix Cyranossian. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Duo, solo. Duo solo. C'est un pont entre le duo, votre voix et le violoncelle. Oui. Et c'est aussi un pont de votre disque merveilleux entre Bach, Kodály, etc. Et aussi l'Orient. Oui, c'est un pont que j'ai voulu créer entre musique populaire et musique savante, qui sont 2 pans de musique qui m'accompagnent depuis mon enfance, à travers mon père, qui était directeur d'un conservatoire, ami d'ailleurs du papa de Alexandre, et puis mes grands-parents qui ont toujours chanté de la musique populaire à la maison. Donc voilà, j'ai voulu lier finalement sur un album avec le violoncelle ces deux parties de musique qui me sont chères.
Je voulais vous remercier parce que vous avez accepté de faire quelque chose qui, sur une chaîne info, se fait assez rarement, mais les circonstances aussi font que notre sensibilité journalistique et humaniste, tout simplement, font qu'on ne peut pas oublier ce qui se passe actuellement en Arménie, la violence qui est perpétrée contre ce peuple. Et donc, nous avons décidé, vous et moi, d'offrir cet instant musical, et vous surtout, qui avez offert cet instant musical merveilleux, qui est un morceau que vous pouvez peut-être... lancez vous-même. C'est un chant d'amour à la destination des montagnes, arménien. Arménien, oui, que je vais chanter en arménien. C'est un chant d'amour, une ode aux montagnes, au vent et à la nature. J'espère que vous serez aussi bouleversés que nous l'avons été en vous entendant enregistrer il y a quelques minutes ce morceau. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Astrid Siranossian, c'est maintenant.